Bonjour, aujourd'hui on va entamer une nouvelle séance de travaux dirigés de génétique des diploïdes. On va commencer dans un premier exercice avec la liaison génétique et on va avant tout lire l'énoncé de l'exercice. Dans cet exercice, nous avons deux lignées pures de drosophiles, l'une à corps gris et soit normale, l'autre à corps ébène et soit épaisse. Sont croisées entre elles. En F1, tous les insectes sont gris et présentent des soies normales. On effectue alors un croisement test entre ces hybrides de première génération et la souche pure à corps ébène et soie épaisse qui aboutit au résultat suivant. Nous avons 50% des insectes possèdent un corps gris et des soies normales et l'autre moitié, 50%, ce sont des insectes qui possèdent un corps ébène et des soies épaisses. Alors on vous demande d'identifier les caractères dominants et les caractères récessifs. Deuxièmement, on vous demande de connaître les génotypes des hybrides obtenus en F1. Troisièmement, pourquoi n'observe-t-on que deux catégories d'insectes lors du croisement test? Que pouvez-vous en déduire quant à la position des gènes sur les chromosomes? Et dans une deuxième série de notre analyse, on recommence plutôt la même chose, mais cette fois-ci, la population d'insectes obtenus se décompose comme suit. Nous avons 42,5% qui possèdent un corps gris et des soies normales, 7,5% qui possèdent un corps gris et des soies épaisses, 7,5% qui possèdent un corps ébène et des soies normales, et 42,5% qui possèdent un corps ébène et des soies épaisses. Par quel processus a-t-on pu obtenir un résultat différent? Bien sûr, de la première génération F2. En cinquièmement, on vous demande de représenter la garniture chromosomique de chaque type d'insecte obtenu. Et en sixièmement, on vous demande de calculer la distance qui sépare les deux gènes étudiés. Alors, pour commencer la solution, on va aborder d'abord un certain nombre de remarques relatives à ces données. Tout d'abord, nous sommes en présence de deux gènes. On est donc dans le cas de d'hybridisme. Nous avons un gène qui détermine l'aspect des soies, qui sont soit normales, soit épaisses. Et le deuxième gène, c'est celui qui contrôle la couleur du corps, c'est-à-dire des insectes avec un corps gris ou bien un corps ébène. Alors, les deux gènes sont autosomaux parce qu'il n'y a pas de distinction qui se fait selon le sexe, c'est-à-dire même si on refait les croisements en prenant la F1 comme femelle et le deuxième parent double récessif, ou bien le contraire, la F1 est mâle et la femelle elle est double récessif, on va obtenir la même chose. Donc ce qu'on appelle ça, ce sont les résultats relatifs à deux gènes autosomaux. La troisième remarque, c'est que les 4 classes phénotypiques obtenues en F2 ne sont pas égales à 25% chacune, donc les deux gènes ne sont pas indépendants. Alors s'ils ne sont pas indépendants, donc on est en présence de deux gènes liés. Alors pour répondre aux questions, tout d'abord, tous les hybrides obtenus en F1 présentent un corps gris et des soies normales. Nous pouvons en déduire que les caractères corps gris et soie normale sont dominants, alors que les caractères corps ébène et soie épaisse sont récessifs. On devrait donc marquer, bien nous poserons pour symboliser les différents allèles étudiés. Donc on va poser le grand G pour corps gris, le petit G pour corps ébène, le grand N pour soie normale et la petite n, la lettre petite n pour soie épaisse. Alors, deuxième réponse à notre question. Alors, les hybrides résultant du croisement de deux lignées pures ont un génotype qui comprend les 4 allèles parentaux. Alors, c'est-à-dire que la F1 obtenue, il est grand G, petit g, grand N, petit n. Alors, on va reprendre les croisements que nous avons réalisés. Donc, vous aviez au départ deux parents de souche pure, l'une qui était dominante pour les deux caractères, ou bien pour les deux gènes. Vous avez grand G, grand N, croisé avec un parent double récessif pour les deux
caractères étudiés, c'est-à-dire petit g, petit n, donc on est en présence de deux organismes diploïdes, donc chaque allèle il est en double. Alors les gamètes produits par les deux parents, pour le premier parent nous avons un gamète de type grand G, grand N, et pour le deuxième parent nous avons un gamète de type petit g, petit n. Alors la F1 obtenue, elle est de composition génotypique grand G, grand N, petit n. Alors en réalisant le test cross, ça veut dire quoi le test cross? C'est un croisement d'un hybride inconnu, si vous voulez, croisé avec un double récessif ou bien un individu qui est récessif pour l'ensemble des gènes étudiés d'une façon générale. Alors la F2 obtenue pour ce croisement-là, nous avons obtenu donc seulement deux groupes, de phénotypes. Nous avons le phénotype grand G, grand N avec une proportion de 50% et l'autre allèle, il est donc G, petit n, il est encore obtenu avec l'autre moitié, 50%. Donc celui-là, c'est un phénotype de corps gris et soit normal, et le deuxième, il est corps ébène et soit épaisse. Je vous rappelle qu'en génétique, en général, ce sont surtout les phénotypes qu'on observe, et les génotypes, la formulation d'un génotype, c'est une déduction. C'est le généticien qui fait appel à ses connaissances pour donner la formule d'un génotype. Et en général, ce qu'on observe, ce sont les phénotypes. Alors, en réponse à la question qui était posée dans l'énoncé, alors on va dire que si seuls les phénotypes grand G, grand N et petit g, petit n apparaissent dans la descendance, c'est parce que l'hybride n'a produit que deux types de gamètes, grand G, N et petit g, petit n. Donc ça, si vous voulez, ça c'est la conséquence d'un test cross. Alors je vous rappelle que le test cross, c'est quoi? C'est à travers lequel on essaie d'avoir la composition gamétique du parent inconnu. Donc on sait bien qu'il s'agit bien d'un génotype F1, il est double hétérozygote, mais à travers le test cross, nous savons maintenant qu'il a pu produire à la génération F2 deux types de gamètes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous pouvons donc en déduire que les deux gènes étudiés sont liés. Il s'agit d'un cas de linkage complet. Alors je vous rappelle que dans le cours nous avons parlé de linkage complet et de linkage incomplet. Ici nous avons le cas d'un linkage complet, c'est-à-dire nous avons uniquement les types parentaux qui apparaissent au niveau de la F2. Donc ce sont Gn et petit gn qui sont les types parentaux. Alors pour le deuxième croisement que nous avions réalisé dans cet énoncé, nous avons réalisé, je vous le rappelle, une souche petit g, petit n, donc c'est un double récessif qui a été hybridé avec le double hybride grand G, petit g et grand N, petit n. Alors à travers la descendance F2, à travers ce croisement, nous avons obtenu une descendance F2 qui est composée de 4 classes phénotypiques. Nous avons la première classe grand G, grand N, deuxième classe petit g, petit n, qui sont deux classes parentales, et nous avons les deux nouvelles classes phénotypiques qui apparaissent. Ce sont deux classes phénotypiques recombinées. Nous avons la grand G, petit n, et le petit g, grand N. Donc dans le présent cas, en plus des phénotypes parentaux, c'est-à-dire grand G, grand N et petit g, petit n, nous avons deux types recombinants qui apparaissent dans la descendance. Alors c'est quoi ça? C'est que l'hybride F1 a produit 4 types de gamètes. Il s'agit donc d'un cas de linkage incomplet. Donc ici, vous voyez bien que nous avons obtenu 2 classes phénotypiques et 2 classes recombinées. Alors puisqu'il s'agit de gènes liés, on pourra donc représenter les gamètes comme suivant: grand G, grand N, grand G, petit n, petit g, grand N et petit g, petit n. Je vous rappelle que donc en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les énoncés des exercices, on va donc pouvoir représenter correctement
les génotypes et les gamètes étudiés. Donc ici, puisqu'ils sont liés, donc on va les mettre sur une ligne droite et on va positionner les deux gènes étudiés pour chaque gamète obtenu. Alors, remarque, donc chez la drosophile, il est connu qu'il n'y a pas de recombinaison chez les mâles. Alors vous voyez bien dans cet exercice-là que dans le premier cas ici, nous avons obtenu seulement les deux classes qui correspondent aux classes phénotypiques parentaux. Par contre ici, nous avons obtenu 4 classes phénotypiques différentes. Automatiquement, on peut dire qu'ici nous avons 4 gamètes, 2 gamètes recombinants et 2 gamètes parentaux, alors que dans le premier cas, nous avons obtenu seulement 2 classes phénotypiques qui correspondent à 2 gamètes parentaux. Alors, il s'est avéré, d'après bien sûr plusieurs croisements réalisés, plusieurs études réalisées chez la drosophile, que chez le mâle, il n'y a pas de recombinaison. Et bien sûr, moi je souligne surtout le cas des gènes autosomaux. Par contre, chez la femelle, il y a toujours le phénomène de recombinaison qui se fait et c'est lui qui nous permet d'avoir, bien sûr, les types de recombinaison qui sont obtenus par le biais du crossing over, comme vous l'avez vu dans le cours. Alors, dans cet exemple, nous obtenons donc 4 phénotypes distincts. Les phénotypes grand G, petit n et petit g grand n qui apparaissent dans une faible proportion de l'ordre, ce sont des phénotypes recombinants, qui apparaissent dans l'ordre de 7,5% chacun, alors que les phénotypes grand G, grand N et petit g, petit n, donc ils ont une proportion de 42,5% chacun. Alors les gènes étant toujours liés, il y a donc eu un crossing over qui a permis l'apparition des recombinants. Donc c'est grâce au phénomène de recombinaison que nous avons pu obtenir les gamètes recombinés. Alors maintenant, pour la réponse à la question numéro 5 de notre énoncé, la garniture chromosomique de chaque type d'insecte obtenu en F2 est la suivante. Nous avons donc le grand G, grand N, petit g, petit n, grand G, petit n, petit g, petit n, petit g, grand N, petit g, petit n, petit g, petit n, petit g, petit n. Donc vous voyez bien que ici vous avez les 4 types de gamètes obtenus. Donc celui-là c'est parental, celui-là est parental, celui-là il est recombiné, celui-là est recombiné. Par contre, en bas, on représente les gamètes du deuxième parent qui est double récessif, qui est le même. Donc, pour estimer, donc, en réponse à la question numéro 6, on va passer au calcul de la distance qui sépare les deux gènes étudiés, c'est-à-dire le grand G et le grand N. On parle aussi de pourcentage de recombinaison. Alors, on va poser la formule suivante. Pourcentage de recombinaison ou bien la distance génétique qui sépare les deux gènes. Donc, c'est le nombre d'individus recombinés sur le nombre total de tous les individus fois 100. Alors, dans notre exemple, donc, nous avons les individus recombinés. Vous avez donc 7,5 plus 7,5 sur 100. Là, si vous faites la somme de toutes les proportions que vous avez ici, ça va vous faire 100. Vous multipliez par 100, ça va vous faire en résultat 15 centimorgans. Donc, c'est l'unité. Morgan, c'est le généticien américain connu. Alors, centimorgan, donc c'est l'unité qui sépare les deux gènes, ou bien c'est le pourcentage de recombinaison. Alors vous avez ici donc, on schématise nos deux gènes. Vous avez donc le grand G qui aussi se manifeste avec l'autre allèle récessif, petit g, et nous avons le gène grand N qui se manifeste aussi avec son deuxième allèle récessif. Les deux gènes-là, ils sont espacés d'environ 15 centimorgans, ou bien on peut dire aussi le pourcentage de recombinaison, il est de 15%. Alors je vous rappelle que pour réaliser une telle figure, il faut respecter bien sûr l'échelle. Alors avant de passer à l'autre exercice, je vais vous donner certaines remarques relatives au pourcentage de recombinaison. Alors on dit que deux gènes sont liés quand leur distance génétique est inférieure à 50 centimorgans, ou bien encore
inférieur à un pourcentage de recombinaison de 50%. Alors, et par définition, nous considérons que plus les deux gènes sont situés loin l'un de l'autre, plus le pourcentage d'avoir un crossing over, ou autrement plus, il y a plus de chances d'avoir un pourcentage de recombinants. Et plus ces deux gènes sont proches, plus on a peu de chances d'avoir plutôt de recombinants, ou bien on a peu de chances d'avoir la production d'un crossing over. Alors quelquefois, donc en faisant appel à cette remarque, donc quelquefois, si les gènes sont proches les uns des autres, on a pratiquement une chance zéro d'avoir des recombinants parce que on ne peut pas avoir une recombinaison avec des gènes qui sont très proches, ou bien pour des raisons génétiques aussi, comme on l'avait vu chez les mâles de la drosophile, on a toujours un linkage complet, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des recombinaisons chez les mâles. Par contre, chez la femelle, on peut avoir des recombinaisons. Donc ça, c'est un autre point. Et la dernière remarque, c'est que lorsque le pourcentage de recombinaison entre deux gènes dépasse 50%, alors à ce moment-là, on va considérer que les deux gènes sont indépendants. On va passer donc à un deuxième exercice dans lequel on va parler de la cartographie génétique ou chromosomique. Alors, on va lire d'abord l'énoncé de l'exercice. Alors, dans cet exercice, et afin de localiser l'ordre de 3 gènes liés, bien sûr, V, C et N chez la drosophile, nous avons réalisé 2 tests cross suivants. Alors, dans un premier test cross, nous avons donc au départ 2 parents, un parent double sauvage qui a été croisé avec un parent double récessif VC-VC. Nous avons obtenu un F1 plus V plus C, c'est-à-dire un double hybride qui a été croisé avec un double récessif VC-VC. Alors, suite à ce deuxième croisement test cross, nous avons obtenu une descendance F2 qui est composée des 4 classes phénotypiques. Ici, vous avez donc les 4 classes, plus, VC, plus C et V+. Vous avez donc toujours les types parentaux qui apparaissent avec des proportions beaucoup plus élevées et les types recombinés qui apparaissent avec des proportions inférieures. Vous avez pour le deuxième cas, c'est la même chose. Vous avez donc un test cross dans lequel nous avons impliqué un parent double sauvage avec un double parent récessif VN. Nous avons toujours la même chose, des parentaux avec 152, 147 et des recombinés avec des faibles fréquences. Alors on vous demande dans cet exercice de calculer la distance qui sépare le V et le C, de calculer la deuxième distance qui sépare le V et le N et d'établir une carte de liaison entre ces 3 gènes. Alors pour la solution, donc comme nous l'avons vu dans le premier exercice, la distance qui sépare le V et le C, donc il est donné par la formule suivante. Vous avez donc 19 plus 26, c'est les classes phénotypiques recombinant sur le total de la descendance F2. Nous avons obtenu 9,7%. Ça veut dire 9,9 cm3. Pour le deuxième calcul, c'est la même chose. Nous avons donc le pourcentage de recombinaison est donné par la formule 35 plus 31 sur 365. C'est-à-dire ici, vous avez bien ici 35 plus 31 sur la totalité des descendants F2. Et ça va vous faire, le calcul, ça va nous donner une valeur de 18,1 cm3. Alors, d'après ces résultats, nous avons donc 2 choses. Nous avons une distance de 18,1 et une distance de 9,9 cm3. Alors, vous avez ici 2 possibilités de situer ces 3 gènes. Alors, la première possibilité, c'est situer C au milieu avec la distance 9,9 et situer le petit n à l'autre extrémité de ces 3 gènes. Et ça fait 18,1. Deuxième possibilité, c'est que
Le V, il est situé au milieu, et le petit c, il est situé à l'autre extrémité de nos 3 gènes. Donc là, comme vous voyez, toutes les 2 possibilités sont justes. Mais comment va-t-on faire pour trancher? Donc l'essentiel, c'est pas de classer, de calculer les distances, mais plutôt c'est comment situer ces gènes les uns par rapport aux autres, et surtout, comment va-t-on faire pour situer le gène médian, c'est-à-dire celui qui occupe la position médiane. Alors pour ce faire, donc on doit faire appel à un deuxième test qu'on appelle test 3 points, c'est-à-dire c'est un test qui implique 3 gènes, mais qui implique, donc en fait c'est un test qui implique un croisement au niveau duquel nous avons les 3 gènes. C'est pas comme ici séparés, mais plutôt les 3 gènes qui sont impliqués dans un croisement. Et ce qu'on va voir pour la prochaine séance. Merci et à la prochaine.